Acteur connu à Hollywood pour son charisme et son talent, Warren Beatty a eu une vie pleine de rebondissements inattendus et fascinants. Plusieurs obstacles se sont dressés sur sa route vers le succès, notamment le fait qu'il ait refusé des bourses d'études en football et qu'il ait effectué des petits boulots à New York. Récemment, des rumeurs ont fait état d'un nouveau défi. L'émergence de rumeurs concernant un étrange problème de santé inquiète les fans et les membres de la famille. La question est de savoir quelle est la réalité qui se cache derrière ces rumeurs. Participez avec nous à l'enquête sur les histoires les moins connues et essayez de comprendre les circonstances réelles qui ont conduit à la rumeur du diagnostic de Warren Beatty. Il est né le 30 mars 1937 à Richmond, en Virginie, et s'appelait Henry Warren Beatty. Son père, Ira Owens Beatty, poursuivant une carrière d'enseignant et d'administrateur scolaire, son enfance est marquée par de nombreux mouvements. Au fil du temps, la famille finit par s'installer à Arlington, en Virginie, et c'est là que la passion de Beatty pour le cinéma commence vraiment à se développer. Le jeune Warren McClane était souvent emmené au théâtre par sa sœur aînée, la célèbre actrice Shirley MacLaine, et c'est ainsi qu'il s'est pris de passion pour le grand écran. L'histoire de Philadelphie, sorti en 1940 et mettant en vedette Katharine Hepburn, est un film qui l'a vraiment marqué et qui continuera de le faire. Il a trouvé qu'Hepburn et sa propre mère partageaient une ressemblance frappante, non seulement en termes d'apparence physique, mais aussi en termes de personnalité. Love Affair, sorti en 1939 et interprété par Charles Boyer, est un autre film qui a touché sa corde sensible. Il considérait ce film comme profondément émouvant, et c'est ce film qui a servi de base à son propre remake bien des années plus tard. Depuis son enfance, Warren Beatty a toujours été fasciné par le regard du public. Dans les années 1950, il était un fervent partisan du Texaco Star Theater, un célèbre spectacle de variété présenté par le légendaire comédien Milton Berle. L'admiration de Beatty pour le style comique et l'apparence scénique de Berle l'a amené à imiter l'humoriste, établissant ainsi une impression de l'humoriste et de ses routines qui étaient tout à fait exactes. Très tôt, il s'est intéressé à la comédie et au spectacle, ce qui lui a donné un aperçu de sa carrière potentielle dans le secteur du divertissement. C'est la sœur de Beatty, Shirley MacLaine, qui l'a encouragé à poursuivre une carrière d'actrice, elle qui s'était déjà fait un nom dans l'industrie hollywoodienne. Mais les aspirations de Beatty dépassent largement le cadre de la comédie. Son désir d'exercer un contrôle sur toutes les facettes de la réalisation d'un film était très fort. Il a avoué par la suite que même dans ses premiers emplois de comédien, il ne pouvait s'empêcher de faire des commentaires sur le scénario, l'éclairage et les vêtements, à la grande frustration de certains réalisateurs. Il a affirmé que c'était déjà le cas lorsqu'il débutait. La volonté de Beatty de développer une perspective holistique pour ses initiatives a fait naître en lui une exigence de contrôle qu'il jugeait nécessaire. Ce n'est pas seulement la performance qui a suscité son intérêt. En tant que cinéaste, il souhaitait participer à chaque étape du processus de production. Cet objectif s'est concrétisé dans ses emplois de scénariste, producteur et réalisateur qui lui ont permis d'exprimer pleinement sa vision créative tout en conservant un contrôle total sur son travail. Lorsqu'il était élève à la Washington Lee High School d'Arlington, Beatty a pu devenir membre de l'équipe de football de l'école grâce à ses excellentes performances dans ce sport. Il s'est vu offrir plusieurs bourses d'études universitaires pour le football, mais il les a refusées afin de poursuivre son intérêt pour les arts. Il a rejoint la fraternité Sigma Chi et a étudié les arts libéraux à l'université Northwestern, où il a également participé au programme d'arts libéraux de l'université. Cependant, après seulement une année d'études, Beatty décide de se retirer du programme et de s'installer à New York pour suivre une formation d'acteur avec la légendaire Stella Adler. Bien qu'il s'agisse d'une décision risquée, il est résolu à s'imposer comme une figure éminente de l'industrie du divertissement, comme l'a fait sa sœur en suivant ses traces. Pour Beatty, la vie à New York n'est pas facile. En raison de ses difficultés financières, il se contente souvent de sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture pour survivre. Il fait divers petits boulots, comme nettoyer la vaisselle, jouer du piano dans les bars et même travailler comme sabotier pendant une courte période pour creuser des tunnels sous la surface de la ville. Mais malgré tout ce qui se passait, il ne s'est jamais déconcentré dans ses études d'acteur où il perfectionnait son art et se préparait à sa percée ultime à Hollywood. La carrière de Warren Beatty a commencé à prendre de l'ampleur à la fin des années 1950 lorsqu'il a commencé à faire des apparitions dans diverses émissions télévisées telles que Studio One, Kraft Television Theater et Playhouse 90 qui étaient diffusées à la télévision. Grâce à son interprétation de Milton Armitage, personnage récurrent de la première saison de la sitcom à succès The Many Loves of Dobie Gillis, il devient même un habitué de la série. Néanmoins, c'est sa prestation à Broadway dans la pièce A Loss of Roses de William Ng qui a donné la démonstration la plus convaincante de ses capacités. Il a été nommé pour un Tony Award dans la catégorie Best Featured Actor in a Play,
pour son interprétation d'un jeune homme qui tombe amoureux de la mère de son meilleur ami. Il a également reçu un Theatre World Award pour sa performance. Bien qu'il s'agisse de sa seule apparition à Broadway, elle est cruciale et contribue à établir son statut d'étoile montante dans le monde de l'art dramatique. En 1961, Beatty fait ses débuts dans l'industrie cinématographique avec le drame Splendor in the Grass, réalisé par Elia Kazan et salué par la critique. Il y incarne un jeune homme partagé entre son amour pour une jeune fille et les pressions de la société, aux côtés de Natalie Wood. Le film a connu un grand succès et a valu à Beatty une nomination pour un Golden Globe dans la catégorie du meilleur acteur. En outre, il a remporté 2 Oscars. En outre, il a reçu le Golden Globe de la star émergente de l'année. L'interprète. La carrière de Beatty a pris un tournant décisif lorsqu'il a travaillé avec Kazan, un cinéaste de renom. Il perçoit Kazan comme un guide et une figure paternelle, quelqu'un auprès de qui il peut acquérir des connaissances et apprécier. Après un certain temps, lors d'un service commémoratif organisé au Kennedy Center en l'honneur de Kazan, Beatty a officiellement reconnu l'influence du réalisateur et lui a attribué la percée la plus importante de sa carrière. Le lien qui existait entre Beatty et Kazan était nuancé et complexe. Bien qu'ils viennent d'endroits très différents et qu'ils aient des personnalités très distinctes, ils ont un intérêt commun pour le cinéma et un respect mutuel pour leurs capacités respectives. Après un certain temps, Kazan se souvient de sa première impression de Beatty, qu'il décrit comme un jeune homme qui désire tout et qui veut faire les choses à sa façon. Il reconnaît à Beatty une intelligence vive, beaucoup d'audace et une foi inébranlable en ses propres capacités, en particulier en ses prouesses sexuelles. Il est impressionné par toutes ses qualités. Selon Kazan, cette assurance était secrètement appréciée par les femmes. Au début de sa carrière, Beatty semble suivre la trajectoire hollywoodienne conventionnelle d'un jeune acteur, à la fois beau et attiré par les mondanités. Cependant, son rôle dans Bonnie and Clyde 1967, un film qu'il a coproduit, a détruit cette image et a révélé son réel potentiel de réalisateur diversifié et original. Gerald Garrett, chroniqueur de cinéma syndiqué, a écrit que l'image de Warren Beatty, playboy aimant s'amuser, s'était éteinte à l'âge de 28 ans. C'est la naissance de Warren Beatty, un homme de l'industrie cinématographique. Dans les années qui suivent sa prestation remarquée dans Splendor in the Grass, Beatty ne cesse de chercher des emplois à la fois difficiles et variés. Dans le drame The Roman Spring of Mrs. Stone, sorti en 1961, il joue un rôle aux côtés de Vivien Leigh. L'histoire tourne autour d'une actrice vieillissante qui tombe amoureuse d'un jeune homme à Rome. Il joue également dans les films All Fall Down 1962, Lilith 1963, Promise Her Anything 1964, Mickey One 1965 et Kaleidoscope 1966, tous réalisés par des metteurs en scène de renom tels que John Frankenheimer, Robert Rossen et Arthur Penn. Beatty renforce encore sa volonté de prendre en main sa carrière et sa vision artistique en créant sa propre société de production en 1965. La société est baptisée Tatira, en l'honneur de ses parents. Warren Beatty prend les rênes de sa carrière à l'âge de 29 ans, lorsqu'il produit et joue dans le film historique Bonnie and Clyde, sorti en 1967. Son idée d'un film qui remettrait en question les traditions de la narration hollywoodienne a été adoptée par tous les membres de l'équipe créative qui l'a réunie, notamment les scénaristes Robert Benton et David Newman ainsi que le réalisateur Arthur Penn. Faye Dunaway jouait le rôle de Bonnie Parker, Gene Hackman celui de Buck Barrow, Estelle Parsons celui de Blanche Barrow, Gene Wilder celui de Gene Grisard et Michael G. Pollard celui de C.W. Moss. Beatty était chargé de sélectionner les acteurs à la main et il a réuni un ensemble remarquable composé de tous ces acteurs. Il s'est avéré que son intuition était la bonne car l'alchimie entre les acteurs et leurs performances ont été saluées à la fois par les critiques et par le public. Le zèle et la ténacité de Beatty ont permis de mener le projet à bien, malgré le fait que le directeur de la société, Jack Warner, ait d'abord ignoré le film en raison de son contenu obsolète lié au gangstérisme. En tant que réalisateur, il était chargé de superviser le scénario, de défendre la vision particulière du film et de livrer finalement un chef-d'œuvre qui allait modifier le paysage du cinéma américain. Le film Bonnie and Clyde a reçu 10 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film et du meilleur acteur pour Warren Beatty. Le film a été un triomphe commercial et critique. En outre, il a été nommé pour 7 Golden Globes, dont ceux du meilleur film et du meilleur acteur. L'investissement de Warren Beatty dans le film a été très rentable, puisqu'il a pu gagner la coquette somme de $6 millions grâce à sa part de 30% des recettes du film.
Warren Beatty a poursuivi sa carrière d'acteur après l'énorme succès de Bonnie and Clyde. Il a joué aux côtés de la grande Elizabeth Taylor dans 3 films. The Only Game in Town, sorti en 1970, McCabe and Mrs. Miller, sorti en 1971, et Dollar, sorti en 1971. Chaque film a démontré la polyvalence de Beatty en tant qu'acteur et sa capacité à s'adapter à une variété de genres, y compris les comédies romantiques, les westerns et les drames criminels, entre autres. Les intérêts de Beatty, en revanche, dépassent largement le cadre du grand écran. En produisant une série de concerts de bienfaisance en 1972, il a pu mettre la puissance d'Hollywood au service de l'activisme politique. Ces concerts ont été organisés pour soutenir la candidature de George McGovern à la présidence. Le premier concert, Four for McGovern, qui s'est tenu au Forum de Los Angeles, a réuni des vedettes telles que Barbra Streisand, Carole King et James Taylor. Ce fut un énorme succès, Streisand enregistrant même un album live de l'événement. Beatty enchaîne avec un autre concert à Cleveland, où Johnny Mitchell et Paul Simon rejoignent James Taylor sur scène. En juin 1972, il organise un événement encore plus important, Together for McGovern, au Madison Square Garden de New York. Ce concert réunissant de nombreuses vedettes mettait en vedette Simon et Garfunkel, le duo comique Nichols and May, les légendes Folk Peter, Paul et Mary, ainsi que la chanteuse Dionne Warwick, à l'âme bien trempée. Ces concerts ont fait date non seulement en raison de leur vedettariat, mais aussi de leur impact sur la collecte de fonds et la sensibilisation à la politique. La capacité de Beatty à mobiliser des célébrités hollywoodiennes pour une cause politique à une telle échelle était sans précédent, créant un nouveau modèle d'engagement et d'activisme politique. Gary Hart, directeur de campagne, a même attribué à Beatty l'invention du concert politique. En 1974, il joue dans le thriller politique de Parallax View d'Alan Pakula et dans la comédie de fortune avec Mike Nichols. Cependant, c'est son film suivant, Shampoo, 1975, qui met véritablement en évidence ses prouesses créatives. Beatty a non seulement joué dans Shampoo, mais il a également coécrit et produit le film qui a été réalisé par Hal Ashby. Cette comédie dramatique satirique, qui a pour toile de fond l'élection présidentielle américaine de 1968, explore les thèmes du changement social, de la désillusion politique et de la complexité des relations. Le film a été un succès critique et a obtenu 4 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur scénario original, ainsi que 5 nominations aux Golden Globe. En 1978, Beatty a relevé le défi de réaliser, produire, écrire et jouer dans Le ciel peut attendre, cette comédie romantique et fantastique remake du film Here Comes Mr. Jordan de 1941 a obtenu 9 nominations aux Academy Awards, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et du meilleur scénario adapté. La prestation de Beatty dans le rôle de Joe Pendleton, un joueur de football qui a été emmené par erreur au paradis avant son heure, était à la fois charmante et réconfortante, ce qui lui a valu le Golden Globe Award du meilleur acteur. Mais l'ambition de Beatty ne s'arrête pas là. En 1981, il sort Reds, une vaste épopée historique sur la vie du journaliste américain John Reed et son implication dans la Révolution russe. Ce film, un projet passionné de Beatty, était en cours de développement depuis plus de 10 ans. Et il s'agissait d'une entreprise de grande envergure, nécessitant des recherches approfondies et des tournages dans de nombreux endroits à travers le monde. Malgré les difficultés, Reds a été un succès critique et commercial avec 12 nominations aux Oscars, dont 4 pour Beatty lui-même. Il a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur, consolidant ainsi sa réputation de cinéaste talentueux à la vision unique. Le film a également remporté les prix de la meilleure actrice dans un second rôle, Maureen Stapleton, et de la meilleure photographie. Après Reds, Beatty fait une pause de 5 ans avant de revenir en 1987 avec la comédie Ishtar. Ce film, écrit et réalisé par Ellen May, a été un échec critique et commercial malgré son casting de stars. Cependant, la responsabilité de l'échec du film a été largement attribuée au nouveau chef britannique du studio, David Puttnam, qui avait publiquement critiqué le film avant sa sortie. Puttnam a été renvoyé peu de temps après, mais la réputation d'Ishtar était déjà entachée. Sous la houlette de sa société de production, Mulholland Productions, Warren Beatty s'est lancé dans une nouvelle aventure créative en 1990 en reprenant le personnage emblématique de la bande dessinée, Dick Tracy. Il ne se contente pas d'incarner le détective à la mâchoire carrée, il réalise et produit également le film, mettant ainsi en évidence son talent et son ambition à multiples facettes. Le film est un régal visuel, avec des couleurs vibrantes et une esthétique stylisée qui capture l'essence de la bande dessinée classique. Il a également été un succès au box-office, a été acclamé par la critique et a obtenu 7 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film et du meilleur acteur pour Beatty. L'année suivante, Beatty a produit et joué dans le film Bugsy, réalisé par Barry Levinson et acclamé par la critique.
Il y incarne le gangster de la vraie vie, Bugsy Siegel, et se penche sur les complexités d'un homme mu par l'ambition et consumé par ses propres désirs. Le film a été un grand succès et a obtenu 10 nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film et du meilleur acteur, et en a remporté 2 pour la meilleure direction artistique et les meilleurs costumes. Beatty a poursuivi sa série de films à succès avec Love Affair, 1994, un drame romantique qu'il a coécrit, produit et interprété aux côtés de sa femme Annette Bening et de la légendaire Katharine Hepburn. Cependant, ce film n'a pas connu le même succès que ses projets précédents, recevant des critiques mitigées et ne parvenant pas à s'imposer au box-office. Sans se laisser décourager par cet échec, Beatty revient à la réalisation en 1998 avec la satire politique Bulworth. Il a également écrit et joué dans le film, livrant un commentaire acerbe et perspicace sur la politique américaine et l'influence corruptrice de l'argent et du pouvoir. Le film a été nommé à l'Oscar du meilleur scénario original et a été salué par la critique. Mais la carrière cinématographique de Beatty s'est heurtée à un obstacle après la piètre performance au box-office de Town & Country. En 2001, il n'a plus joué ni dirigé de film pendant 15 ans, une interruption qui a donné lieu à des spéculations sur son avenir dans l'industrie. Cependant, il n'a pas complètement disparu de la scène. Il continue d'être impliqué dans divers projets, notamment dans un procès contre Tribune Média au sujet des droits du personnage de Dick Tracy. En 2011, après une bataille juridique de 10 ans, Beatty sort victorieux, prouvant sa détermination et sa ténacité même en dehors du monde du cinéma. Cette victoire juridique semble avoir ravivé sa passion pour le cinéma puisqu'il est retourné à la réalisation en 2016 avec le film Rules Don't Apply, une comédie dramatique romantique se déroulant à l'âge d'or d'Hollywood. En 2010, Warren Beatty enfile à nouveau le chapeau pour incarner Dick Tracy dans une émission spéciale de 30 minutes diffusée sur TCM. Cette émission spéciale unique brouille les frontières entre la fiction et la réalité, avec une interview métafictionnelle de Dick Tracy lui-même et du critique de cinéma Leonard Maltin. L'émission a exploré l'histoire et la création du détective emblématique, Tracy donnant même son avis sur l'interprétation de Beatty dans le film de 1990, mais cette émission spéciale ne se résumait pas à une simple interview amusante. En produisant et en jouant dans ce film, Beatty a intelligemment réussi à conserver les droits sur le personnage de Dick Tracy, ce qui lui permet de continuer à explorer l'univers du détective emblématique dans de futurs projets. En 2016, Beatty a confirmé son intention de réaliser une suite à Dick Tracy, mais le projet ne s'est pas encore concrétisé. Cependant, en 2023, il a surpris les fans en reprenant le rôle de Tracy dans une émission spéciale intitulée Dick Tracy Special, Tracy Zooms In, qui a également été diffusée sur TCM. Cette fois-ci, Tracy s'est livré à une interview Zoom avec Ben Mankiewicz et Leonard Maltin, où il a critiqué de manière hilarante certains aspects de l'adaptation cinématographique de 1990 et a même suggéré qu'un acteur plus jeune reprenne le rôle. Au milieu des années 1970, la fascination de Warren Beatty pour l'énigmatique Howard Hughes l'a amené à signer un accord avec Warner Brothers pour développer un film sur le milliardaire reclus. Beatty prévoyait initialement de mener de front 2 projets ambitieux. Un film sur la vie du journaliste John Reed, qui deviendrait Reds, et un biopic sur Hughes. Cependant, alors qu'il s'enfonçait dans le projet Reed, il s'en est détourné et le film sur Hughes a été mis en suspens. Mais l'intérêt de Beatty pour Hughes ne s'est jamais démenti. En juin 2011, il a été annoncé qu'il donnerait enfin vie à l'histoire, non pas sous la forme d'un simple biopic, mais sous la forme d'une comédie romantique fictive se déroulant à Hollywood en 1958 à Las Vegas. Ce film, finalement intitulé Rules Don't Apply, explorerait une liaison entre une jeune actrice et son chauffeur, tous deux employés par l'excentrique Hughes. Au cours de cette période, Beatty s'est lancé dans un processus de casting effréné, rencontrant une foule d'acteurs talentueux pour son ensemble d'acteurs. La liste comprenait des stars montantes comme Andrew Garfield et Alec Baldwin, des acteurs confirmés comme Owen Wilson et Justin Timberlake, et même des légendes d'Hollywood comme Jack Nicholson. Le film, sorti en 2016, a été un véritable travail d'amour pour Beatty, qui travaillait sur le projet depuis plus de 40 ans. Il a non seulement réalisé et produit le film, mais il a également joué le rôle d'Howard Hughes, apportant sa propre interprétation à ce personnage énigmatique. Le film a également bénéficié d'une distribution exceptionnelle comprenant sa femme Annette Bening, Matthew Broderick, Candice Bergen, Ed Harris et Martin Sheen. Il s'agit de son premier film depuis 15 ans, qu'il a non seulement réalisé et produit, mais dans lequel il incarne également l'énigmatique milliardaire. Malgré l'engouement suscité par le film, les critiques ont été mitigées et les résultats au box-office décevants. Les critiques l'ont trouvé complaisant et trop long, tandis que le public n'a pas réussi à s'attacher aux personnages excentriques et à l'intrigue alambiquée. Ce fut un échec pour Beatty, qui s'était investi corps et âme dans le projet.
Toutefois, en 2017, Beatty et sa co-vedette Bonnie and Clyde, Faye Dunaway, ont eu l'occasion de se racheter sur la plus grande scène d'Hollywood, celle des Oscars. Ils ont été invités à présenter le prix du meilleur film, un moment qui était censé être une célébration du 50e anniversaire de leur film emblématique. Mais les choses ont pris une tournure inattendue lorsqu'on leur a remis la mauvaise enveloppe, ce qui a conduit Madame Dunaway à annoncer par erreur que La La Land était le lauréat au lieu du véritable gagnant, Moonlight. Cette bévue, baptisée Envelope Gate, est rapidement devenue une sensation virale, faisant la une des journaux et des médias sociaux. Malgré l'embarras et le chaos initiaux, Beatty et Dunaway ont géré la situation avec grâce et humour. Ils sont même retournés aux Oscars l'année suivante pour présenter à nouveau le prix du meilleur film, cette fois-ci sans aucun incident. Le public les a ovationnés, ce qui témoigne de leur résilience et de leur capacité à rire d'eux-mêmes. L'incident de l'Envelope Gate a rappelé que même les événements les plus méticuleusement planifiés peuvent déraper et que même les légendes d'Hollywood ne sont pas à l'abri d'une erreur. Mais il a également montré que les moments les plus mémorables sont parfois ceux qui ne se déroulent pas comme prévu. Une femme de Louisiane, Christina Charlotte Hirsch, a accusé l'acteur Warren Beatty de lui avoir fait du mal lorsqu'elle avait 14 et 15 ans en 1973, selon un document déposé lundi dans un tribunal de Los Angeles. Madame Hirsch est aujourd'hui âgée d'une soixantaine d'années. Elle affirme que Beatty, qui a remporté d'importantes récompenses pour son jeu d'acteur et ses films, l'a blessée d'une manière inacceptable et qu'elle demande de l'argent pour l'aider. Madame Hirsch a recours à une règle spéciale en vigueur en Californie qui permet aux gens de parler du temps où ils ont été blessés lorsqu'ils étaient enfants s'ils n'ont rien dit auparavant parce qu'ils ne pouvaient pas le faire en raison des règles en vigueur. Le vrai nom de Beatty ne figure pas sur le document, mais elle l'appelle l'accusé Doe et dit qu'il était un acteur célèbre qui était presque célèbre pour avoir joué dans le film Bonnie and Clyde. Dans le document qu'elle a déposé, Hirsch dit qu'elle a rencontré Beatty en 1973, alors qu'elle avait 14 ans et qu'il avait environ 35 ans. Ils se sont rencontrés sur un plateau de tournage. Beatty n'a cessé de regarder Hirsch et de lui dire qu'elle était jolie. Lorsqu'elle a visité Los Angeles, il lui a demandé de l'appeler. Hirsch s'est sentie très heureuse parce qu'il lui témoignait de l'attention. Après leur première rencontre, Hirsch a appelé Beatty et ils ont beaucoup parlé pendant le reste de l'année. Lorsqu'elle avait 14 ou 15 ans, Hirsch affirme que Beatty l'a emmenée à son hôtel et qu'il l'a conduite en voiture, l'a aidée à faire ses devoirs scolaires et a parlé du moment où elle perdrait sa virginité. Selon les documents, Beatty a ensuite commencé à faire plus que parler. Hirsch estime que ce n'était pas correct car elle était trop jeune pour dire oui et que c'est contraire aux règles. Madame Hirsch a eu du mal à trouver un avocat pour l'aider dans son affaire, a-t-elle déclaré dans une interview. Depuis juillet, elle a essayé d'aller de l'avant, mais de mauvaises choses lui ont rendu la tâche difficile. En août, elle a été attaquée par un groupe de consommateurs de méthamphétamine et a dû utiliser un couteau pour se protéger. La police de Santa Monica l'a retrouvée et l'a relâchée 5 jours plus tard. Hirsch a mentionné dans ses documents qu'elle avait dû demander au FBI de faire quelques démarches supplémentaires à cause de Beatty et de ses amis qui ne se comportaient pas toujours de manière aimable. Au début de l'affaire, une personne nommée Rec a parlé à Hirsch, a engagé quelqu'un pour l'aider à prouver son histoire et s'est entretenu avec un professionnel de la santé mentale. Ce dernier a reconnu que les affirmations de Hirsch étaient de bonnes et valables. Dans son entretien et ses documents, Hirsch a déclaré que les personnes censées l'aider voulaient qu'elle accepte de l'argent, environ 130 000 $. Elle voulait en prendre 40% pour elle-même. Hirsch ne voulait pas faire cela et voulait qu'ils se battent au tribunal. Vendredi, le juge Edward B. Morton Jr. a rejeté l'affaire, ce qui signifie qu'elle ne peut plus en parler. Cependant, il s'est rendu compte que Beatty n'avait pas été informée du problème. Plus tard, le 21 décembre, il a changé d'avis et a dit qu'elle pourrait en parler à nouveau. Warren Beatty et Annette Bening, couple puissant d'Hollywood dont le mariage a duré longtemps, ont toujours été un sujet de fascination. Mais l'histoire de la façon dont Bening a conquis le cœur du célèbre playboy de Tinseltown est particulièrement intrigante. Lorsque Beatty a rencontré Bening, peu avant le tournage du drame policier Bugsy en 1991, il a eu le coup de foudre. Il a même dit au réalisateur qu'il voulait l'épouser, une déclaration choquante pour un homme connu pour ses nombreuses aventures. Bien qu'il soit resté professionnel sur le plateau, Beatty a admis plus tard que le fait de tomber amoureux de Bening n'avait pris que quelques minutes. Il a dit s'être senti à la fois ravi et nostalgique, comme si un chapitre de sa vie se refermait. Le charme de Bening réside dans son authenticité. Selon sa mère, Beatty a été attirée par elle parce qu'elle ne se comportait pas comme une actrice hollywoodienne typique. Elle avait les pieds sur terre et était fidèle à elle-même. Cependant, la réputation de Beatty en tant qu'homme à femme l'a précédée.
L'auteur Peter Biskin a affirmé dans sa biographie non autorisée que Beatty avait couché avec un nombre étonnant de 12 775 femmes. Bien que Beatty ait dénié ce chiffre scandaleux, il a admis avoir eu de nombreuses romances très médiatisées avec des stars comme Natalie Wood, Joan Collins, Madonna et Diane Keaton. Malgré la réputation de playboy hollywoodien de Warren Beatty, Annette Bening n'a pas été gênée par son passé. Dans une interview accordée au Mirror, elle a exprimé son admiration pour lui en déclarant « Il était clair que leur relation allait au-delà de sa réputation, car Bening y voyait le charme et le charisme qui avaient captivé tant de femmes avant elle. » Il est intéressant de noter qu'1 an avant que leur histoire d'amour ne se déroule sur le plateau de Bugsy, Beatty avait en fait voulu donner à Bening le rôle principal dans l'adaptation de la bande dessinée Dick Tracy en 1991. Il avait organisé une rencontre avec elle, mais elle ne s'est jamais présentée. Beatty a appris plus tard qu'elle était venue à New York pour soutenir son ex-mari dans une période difficile, un geste qui l'a profondément impressionné. Il s'avère que l'agent de Bening lui avait conseillé d'éviter la rencontre avec Beatty, craignant qu'il n'essaie de la séduire. Mais le destin en a voulu autrement, et ils se sont finalement croisés sur le plateau de Bugsy où leur idylle s'est épanouie. Il est intéressant de noter que la dernière petite amie connue de Beatty avant Bening n'était autre que Madonna, qui jouait dans Dick Tracy le rôle de la séduisante et essoufflée Mahoney. On peut affirmer sans risque de se tromper que l'alchimie sur le plateau aurait été explosive si Bening avait accepté le rôle. Beatty, qui avait la réputation d'être un célibataire à vie, s'est finalement installé avec Bening en 1992. Il a admis dans une interview que sa réticence à se marier n'était pas due au fait qu'il voulait éviter de s'engager, mais plutôt au fait qu'il voulait éviter le divorce. Il avait vu la douleur et le chagrin d'amour que le divorce pouvait causer. Et il voulait s'assurer qu'il était avec la bonne personne avant de faire le grand saut. Lorsqu'il a rencontré Bening, il a su que c'était la bonne. Il a déclaré à Entertainment Weekly « Je pense qu'il y a eu un moment d'hésitation de sa part. La règle a été brisée. » Malgré les opposants, le mariage de Warren Beatty et d'Annette Bening s'est avéré être un succès surprenant. Ils se sont unis lors d'une cérémonie privée le 3 mars 1992, 2 mois seulement après avoir accueilli leur premier enfant, Steven. Cependant, leur union n'a pas été exempte de spéculations et d'examens minutieux. Les amis et la famille de Bening sont d'abord choqués et inquiets lorsqu'elle annonce ses fiançailles avec Beatty. Après tout, il était connu pour ses habitudes de playboy et sa série d'histoires d'amour très médiatisées. La sœur de Bening a même dit qu'il s'agissait de la grande question du moment. La différence d'âge de 22 ans entre le couple et Beatty a également fait froncer les sourcils. Mais Bening a écarté toute inquiétude, déclarant qu'elle avait toujours été attirée par les hommes plus âgés. Leur mariage semblait défier les probabilités, mais des rumeurs de problèmes au paradis ont fait surface en 2010. Alors que Bening faisait la promotion de son film The Kids Are Alright, les journalistes ont reçu l'ordre de ne pas lui poser de questions sur Beatty ou sur leurs 4 enfants. Cette demande inhabituelle a suscité des spéculations selon lesquelles le couple était confronté à des difficultés à huis clos. Les journalistes ont reçu l'ordre de ne pas poser de questions sur Beatty ou leurs enfants lors des interviews pour le film de Bening The Kids Are Alright en 2010, ce qui a conduit à la propagation d'allégations selon lesquelles Beatty et Bening avaient eu des problèmes au paradis. Cependant, selon une source qui s'est confiée au New York Post, cet embargo n'a fait qu'alimenter les spéculations sur une rupture imminente. Beatty et Bening auraient été en conflit l'un avec l'autre à propos du choix de leur fille adolescente Kathleen de faire une transition, selon un rapport publié dans le National Enquirer. Ce récit a jeté de l'huile sur le feu des rumeurs. Le journal a rapporté que Beatty avait le cœur brisé par la nouvelle, ce qui a ajouté de l'huile sur le feu des conjectures sur une possible rupture au sein de la famille. Une conversation récente a eu lieu entre Beatty et Kathleen, désormais connue sous le nom de Stephen Ira. Leur enfant génie révolutionnaire, comme tous leurs enfants, est une source de fierté pour eux. Les membres de la famille s'encouragent et se soutiennent mutuellement dans leurs activités professionnelles. Pendant 15 ans, Beatty a pris un congé sabbatique de la scène publique afin de consacrer son temps à être un père merveilleux pour leurs 4 enfants. Pendant cette période, Bening a joué dans un certain nombre de films largement reconnus, dont The American President, American Beauty et 20th Century Women, entre autres. C'était la première fois que Beatty et Bening apparaissaient ensemble à l'écran depuis le film Love Affair, sorti en 1994. Des années plus tard, en 2016, ils se sont retrouvés pour le film Rules Don't Apply. Bening est d'avis que leur vie professionnelle n'est pas un concours. Depuis qu'ils se sont mariés, elle se concentre sur la réalisation d'environ un film par an. Alors qu'ils poursuivent leur aventure à Hollywood, c'est une merveilleuse façon pour eux de continuer à travailler ensemble et à se soutenir mutuellement. Le récent retrait de Warren Beatty de la vie publique a suscité des inquiétudes quant à sa santé.
C'est d'autant plus vrai qu'il n'a pas pu assister à la première à Broadway de sa fille Ella dans la pièce Appropriate en mars 2024, qui a marqué une étape importante dans sa carrière. L'absence de Warren était manifeste, ce qui a alimenté les spéculations sur son état de santé. Sa femme Annette Bening a soutenu Ella avec passion depuis le public, mais Warren n'était pas là. Des sources proches de la famille ont porté à l'attention de In Touch que Warren avait des problèmes de santé, mais les détails de son affection n'ont pas été révélés. Le fait qu'il ait choisi d'éviter les projecteurs et de ne pas assister à la représentation de sa fille a suscité l'inquiétude de ses partisans et des interrogations sur la gravité de ses problèmes de santé. Elle a reconnu le plaisir d'avoir des parents célèbres, tout en soulignant sa détermination à avoir son propre impact dans l'industrie, malgré le fait que Warren Beatty n'était pas présent pour les débuts de sa fille Ella à Broadway. En revanche, son absence persistante aux événements publics a donné lieu à des rumeurs et à des soupçons sur son état de santé. Les professionnels du spectacle sont inquiets, d'autant plus que cela fait plus de 2 ans qu'on ne l'a pas vu fouler le tapis rouge. La dernière apparition publique importante de Beatty a eu lieu lors de la cérémonie des Oscars 2017, où lui et Faye Dunaway ont commis l'erreur tristement célèbre d'annoncer le gagnant du prix du meilleur film. Cette erreur a d'abord été attribuée à Beatty. Cependant, il a été découvert plus tard qu'il s'agissait en fait d'une erreur de production, à savoir une confusion avec les enveloppes. Certaines révélations alarmantes sur la santé de Beatty ont été communiquées par des sources proches. En avril 2024, une source proche de lui a révélé qu'il est faible et toujours extrêmement vaniteux et qu'il ne souhaite pas être vu en public en raison de la détérioration de son état de santé. Selon une autre source, Beatty montre des signes de perte de mémoire, ce qui soulève des inquiétudes quant à ses capacités cognitives. Le fait qu'il ait été absent des événements publics pendant une période prolongée, en plus de ses allégations d'initié, a suscité un sentiment d'inquiétude parmi ses partisans et ses collègues. Même si les détails de son état de santé restent confidentiels, les rumeurs et les inquiétudes qui ont circulé à son sujet mettent en lumière les dangers de l'âge et l'inévitable détérioration que même les géants d'Hollywood doivent